rêve d'une navette exclusivement européenne pour lancer la construction d'une station spatiale ne sera pas réalisé au XXe siècle. Mais l'idée n'est absolument pas une utopie. Le Japon aussi essaie de mettre sur pied un projet autonome. Pour le Japon, comme pour les pays de l'Union européenne, l'objectif immédiat est la participation à la Station spatiale internationale. Si le projet démarre d'ici à la fin du siècle, le rêve de l'homme d'être présent dans l'espace d'une manière permanente deviendrait réalité. Au demeurant, impliquée elle aussi dans ce projet, la Russie avait déjà fait le premier pas dans cette direction il y a 20 ans. La station Mir, toujours en orbite autour de la planète, représente la troisième génération des stations orbitales russes. Pour les Russes, les manœuvres d'accostage des navettes de ravitaillement et le changement du personnel de bord sont désormais des procédures de routine. À longue échéance, la station spatiale devait se transformer en base de lancement pour vol direct vers d'autres planètes. L'homme dans l'espace est une aventure qui a marqué notre siècle. Ce premier pas pourrait être suivi par une implantation sur d'autres planètes. Mais pour y arriver, il faudra avant tout retourner sur la Lune. Russes et Américains sont d'accord sur ce point. Grande réserve de matières premières et port aérospatial naturel de la planète Terre, la Lune doit être le premier lieu de l'implantation humaine extraterrestre. De 1969 à 1972, les astronautes américains ont alluni 6 fois. Au terme du programme Apollo, les politiques ont décidé d'arrêter ce type d'entreprise et de mettre les voyages planétaires de côté. Mais les études de la surface lunaire et les analyses des échantillons ramenés par les astronautes ont démontré que notre satellite pourrait constituer une source abondante de matières premières. Le vol de la Terre à la Lune nécessite quelques jours, mais la présence d'une station dans l'espace faciliterait beaucoup les liaisons. Les motivations pour retourner sur la Lune sont à la fois nombreuses et justifiées. Il y a avant tout la présence des matières premières susceptibles d'être exploitées en vue de la construction de centrales électriques spatiales qui pourraient fournir la Terre en énergie au XXIe siècle. Sur la Lune, on trouve du titane, de l'aluminium, différents types d'oxydes, très utiles pour obtenir de l'oxygène propulseur. On pourrait ainsi véhiculer sur la Terre de l'énergie solaire, dont l'exploitation actuelle est peu compétitive par rapport à d'autres sources d'énergie. La Lune constitue un site idéal pour étudier l'univers parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc toutes les ondes électromagnétiques y arrivent de façon toute pure. Et en particulier, par exemple, les ondes radio sont étudiées avec des systèmes de radiotélescopes. Ils sont déposés d'abord de façon automatique sur la Lune pour accéder à des études tout à fait nouvelles. Et puis, par la suite, le XXIe siècle verra certainement l'installation de bases humaines habitées permanentes. Et en particulier, il y a des endroits privilégiés de la Lune, juste sur la face cachée derrière, où on pourrait être à l'abri de toutes les émissions radio-parasites, on pourrait dire, créées par l'activité humaine. Un traité de l'ONU définit la Lune comme un bien appartenant à toute l'humanité. Ce terrain neutre devrait permettre une collaboration internationale.
Les projets spatiaux à long terme ne pourront jamais être financés par une seule nation. La NASA serait favorable à l'exploration de la Lune par des robots pour rechercher l'endroit adapté pour la construction d'une base. La mission dans ce but est même prévue pour les 10 prochaines années. In the early years of the 21st century, craft like the Space Shuttle, the Low Earth Orbit Space Station, and space freighters will make travel to the Les navettes spatiales, la station spatiale et plus tard les traversées interorbitales banaliseront le voyage sur la Lune. Cependant, il faut avant tout savoir si la Lune est susceptible d'être vraiment utile en vue de l'exploration de l'espace. La Lune détient des ressources indispensables si on souhaite aller vers les profondeurs du système solaire. C'est l'endroit idéal pour apprendre à vivre sur des planètes différentes. En outre, il est plus facile d'y lancer des missions interplanétaires en direction de Mars, par exemple. La Lune permettra notre expansion spatiale en fournissant directement les matériaux nécessaires. Nous y retournerons pour construire une base spatiale permanente. Nous transporterons des modules où les hommes pourront vivre et travailler. Nous installerons des laboratoires dans le sous-sol afin de nous protéger des radiations cosmiques. Dès que la base sera achevée, nous aurons besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner des centrales capables de produire sur place les matériaux nécessaires. Les personnes qui iront habiter sur la Lune devront être logées avec tout le confort, car pour être productifs, les hommes doivent se sentir bien. La Lune, source de matières premières de la Terre et base spatiale des voyages futurs dans le système solaire, une idée qui prend de plus en plus corps. Les mines lunaires pourraient déjà être en activité dans 20 ans. D'après la NASA, une centaine de personnes pourraient y vivre d'ici la moitié du XXIe siècle. Les recherches menées jusqu'ici démontrent qu'on peut construire des centrales électriques sur la Lune avec la matière première trouvée sur place et au même coût que l'énergie produite sur la Terre. De plus, en agissant ainsi, on cessera de polluer l'atmosphère terrestre. D'après moi, il est plus économique d'utiliser l'énergie solaire produite sur la Lune que de continuer à brûler du charbon. Mais comment amener vers la Terre l'énergie trouvée sur la Lune ou dans l'espace? Il faut avant tout construire des centrales électriques en orbite géostationnaire autour de la Terre, avec les matériaux provenant de la Lune. L'énergie solaire pourra être captée par des cellules et envoyée ensuite sous forme de micro-ondes à des stations de réception réparties sur différentes régions désertiques de la Terre. Dans les années 70, un projet très semblable avait déjà été étudié par la NASA. Ceux qui parviendront à s'installer aux commandes de distribution de l'énergie à toute la Terre et à en obtenir des quantités illimitées sans nuire à l'écologie trouveront également la clé de la réussite économique. Les ressources financières pour aller dans cette direction ne peuvent être obtenues que si on renonce aux énormes dépenses destinées aux armements. Le saut dans l'espace nécessite des choix. Dans la mesure où les ressources terrestres sont limitées, les stratèges de l'espace sont convaincus que l'homme ne continuera son évolution que sur d'autres planètes. S'il veut aller plus avant dans l'espace, il lui faut également apprendre à être autonome, même dans une ville lunaire. Sur la Lune, on produira de l'oxygène, le propulseur des vaisseaux spatiaux. On peut extraire cet élément des roches lunaires et le transporter sur la station spatiale. Ainsi, on l'utilisera pour fournir les réservoirs des astronefs des voyages interplanétaires vers Mars, par exemple. Et cela ne constitue qu'un premier pas. On apprendra ensuite à extraire d'autres matériaux pour réaliser les modules de la base lunaire ou d'autres infrastructures spatiales.
Ultérieurement, le système économique mondial ne se limitera pas à la gestion de la Terre ou de ce qui est en orbite circumterrestre, mais comprendra également la Lune. On lancera des productions, des commerces, des échanges de produits, et ainsi de suite. Le jour viendra où il sera aussi facile pour les hommes de quitter la Lune qu'il est naturel pour notre génération de décoller de la Terre. New York, East Side, Manhattan. C'est ici que dans un appartement mansardé, vit un homme qui s'est toujours posé ces questions, qui pense depuis toujours au rapport entre l'homme et l'espace. Michael Khalil est un architecte qui travaille au design des stations spatiales du XXIe siècle. Ceci est la maquette d'une station spatiale du XXIe siècle. Je m'intéresse principalement au rapport établi par l'homme entre sa conscience et l'espace où il vit. Pour Khalil, le saut dans l'espace fait naturellement partie de l'évolution. Tout comme la scission des cellules conditionne la vie et l'évolution. Khalil considère l'adieu à notre planète comme une espèce de scission cellulaire à échelle cosmique. We are now moving into the third phase of Dans cette nouvelle phase, nous quittons les structures imposées par la gravité. Nous entrons dans une dimension tout à fait nouvelle, où la géométrie prend des formes toujours plus fluides. Quand on se déplace dans l'espace, on ne marche plus, on nage en quelque sorte. Quand les poissons firent la conquête de la terre ferme, leur corps se modifia. Le fait de passer d'un milieu où la gravité existe à un autre où elle est absente pourrait provoquer une série de grandes transformations. La station spatiale est une occasion unique pour découvrir ce que signifie se trouver dans des milieux nouveaux. Les résultats de ces études pourraient être utilisés en un deuxième temps, quand il faudra s'adapter à la vie sans gravité. Cependant, ces réflexions ne concernent pas la Station spatiale internationale qu'il faudra construire dans les 10 prochaines années. Ce sont en fait des concepts très avancés par rapport à la technologie spatiale actuelle. Мы впервые ведем репортаж из этого зала, новый зал, главный зал Центра управления полетом. Он начинает свою работу вместе со стартом станции «Фокус». 4 juillet 1988. Depuis la plateforme de lancement de la base spatiale russe de Baïkonour, départ de la sonde qui ira explorer Phobos, une des 2 lunes de Mars.
движение ракет-носителей «Протон» работает 126 секунд, и мы должны были увидеть разделение первой и второй ступени. Но, к сожалению, низкая облачность сейчас застелила космодром Байконур. Пробила облачность и ушла. Мы ее уже не видим. Передаем слово центру. Ce satellite pourrait être une source de matières premières importante et constituer le premier pas vers la conquête de Mars. La capsule spatiale aurait dû effleurer Phobos en descendant jusqu'à 50 mètres. À l'aide d'un laser, elle aurait dû volatiliser une partie des roches pour analyser les vapeurs au spectromètre. En 1988, les Soviétiques ont lancé vers la planète Mars 2 énormes sondes, dites Phobos, qui avaient pour but de frôler, à 50 mètres d'altitude seulement, le satellite Phobos de la planète Mars. Malheureusement, des ennuis de communication radio ont fait que ça n'était qu'un demi-succès. Alors c'est dommage parce que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas visité la planète Mars par les sondes de la NASA Viking, qui elles avaient été des succès considérables, qui d'ailleurs recherchaient des traces de vie primitive sur Mars. Et en 1994, les Américains à nouveau ont lancé Mars Orbiter, qui aussi est tombé en panne, et on est très désolé parce qu'on pense que le problème de la recherche de la vie primitive fossilisée, peut-être, sur Mars est de première grandeur, de première importance pour l'avancement de la science des humains. « 1976. La sonde américaine Viking s'approche de Mars. Elle a atterri sur la planète du système solaire la plus semblable à la Terre pour y rechercher des traces de vie. Mars est un corps apparemment plus aisé d'accès que la Terre. Il est entouré d'une mince atmosphère composée principalement de gaz carbonique. Il y a eu 2 sondes Viking. Elles ont atterri sans incident en des lieux différents. Les échantillons de roches prélevés par les bras mécaniques ont été examinés sur place dans les laboratoires automatiques à bord des sondes. Mais aucune trace de composants organiques n'a pu être détectée. Malgré cela, les échantillons en question ont donné une série de résultats scientifiques qui ont permis aux planétologues de préciser leur idée sur la planète rouge. Les photos de la surface ont révélé des cratères provoqués par l'impact de météorites, des volcans éteints et des étendues désolées de pierres et de sable. Il arrive que la surface soit bouleversée par de très fortes tempêtes de poussière avec des vents dont on a estimé qu'ils soufflaient à 800 km/h. On n'a pas relevé la présence d'eau, et pourtant dans ces régions il y a dû y avoir autrefois des océans et de grands fleuves car les traces de leur lit sont encore visibles. Alors, où est passée l'eau de la planète Mars? Mars est désolé maintenant, il y a de grosses différences avec la Terre, du fait principalement qu'il n'y a pas de dérive des continents, donc le gaz carbonique qui a disparu sous forme de carbonate n'est pas régénéré, ensuite que la pesanteur à la surface est très faible, l'atmosphère a disparu, plus d'effet de serre. Alors on pense que l'eau qui existait dans le passé, il y a des lits de rivières énormes asséchés maintenant, on pense que l'eau est passée en partie dans les calottes polaires, et puis surtout dans un sous-sol sous forme de permafrost, comme en Sibérie par exemple, où pourraient être abritées des formes de vie primitive fossiles. Les échantillons prélevés à la surface ont révélé la présence de silicium et de fer. Mars a subi une évolution géologique très proche de celle de la Terre, mais sans dérive des continents. En outre, elle offre un même panorama que celui de nos déserts, Sahara, vallée de la mort, intérieur de l'Australie. Il ne s'agit certainement pas d'un endroit avenant. Un voyage aller-retour sur Mars prendrait environ 2 ans. À certains moments, la planète rouge est à 60 millions de kilomètres de la Terre.
Il y a quelques années, au cours d'une conférence importante sur Mars, à Boulder, dans le Colorado, les experts du monde entier, y compris le président de la Commission spatiale américaine, ont réclamé une expédition sur la planète rouge. Le Congrès et le Président ont invité la Commission à définir les objectifs de l'astronautique pour les 50 prochaines années. En guise de réponse, nous avons donné à Mars un rôle important dans nos programmes. Nous avons demandé à la NASA d'accomplir une série d'études pour mettre au point la technologie nécessaire en vue d'une éventuelle expédition sur Mars. Le facteur temps est déterminant. Si on entend lancer le programme au cours de la première ou de la seconde décennie du XXIe siècle, il faut élaborer immédiatement un plan de travail. Nous ne savons toujours pas quand nous irons sur Mars, mais il est certain que tôt ou tard, on le fera. Le vol vers Mars continuera de faire rêver les scientifiques pendant de nombreuses années. On ignore en fait quand il pourra être financé. En outre, l'opinion publique n'est sans doute pas encore prête pour une entreprise de ce type. Mais il faut parler dès maintenant de l'expédition sur Mars pour l'organiser, ou plus modestement, la préparer afin que nos descendants puissent la réaliser. Les générations futures auront certainement une approche différente de la nôtre. Dans l'avenir, il y aura de la vie sur Mars. C'est nous qui l'apporterons. En fait, même si aujourd'hui Mars n'est pas habité, l'homme pourrait un jour s'installer sur la planète rouge. Selon l'astronome américain Carl Sagan, ce sera même nécessaire. The wonders of Mars will occupy us for a long time. The surface area of Mars is exactly equal to the land area of the Earth. The first voyage of men and women from our planet to Mars is, it seems to me, the key step. Les merveilles de Mars nous occuperont pendant longtemps. Sa surface est semblable à celle de la Terre. Le premier vol humain sur Mars sera le premier pas vers la réalisation d'une race interplanétaire. Les deux ex-superpuissances mondiales, États-Unis et Union soviétique, ont déjà collaboré dans l'espace il y a une vingtaine d'années. Beaucoup plus loin dans le XXIe siècle, on pourrait imaginer que l'on transforme à nouveau la planète Mars en une terre habitable pour les humains. Pour ça, il faudrait avoir des expéditions humaines successives qui iraient installer sur le sol des usines qui fabriqueraient des gaz, qui recréeraient une atmosphère avec son effet de serre. Des bactéries seraient importées, elles régénéreraient le gaz carbonique qui existe dans le sol de Mars dans l'atmosphère, ça augmenterait l'effet de serre, le sol se réchaufferait, la glace commencerait à fondre, on aurait de la vapeur d'eau et en définitive, on pourrait avoir une pression atmosphérique favorable pour les humains de façon libre. Mais c'est très lointain. « 1975 a été l'année d'un rendez-vous historique dans l'espace. Une capsule Apollo américaine a rencontré un Soyouz russe. Après l'accostage, les équipages ont échangé une cordiale poignée de main qui a fait la une des journaux du monde entier. Au cours des années suivantes, on assistera à des épisodes analogues entre la navette spatiale américaine et la station russe Mir. Le XXIe siècle verra, on l'espère, une intense collaboration internationale en astronautique. Ça a déjà commencé avec la station soviétique Mir. Ça continue pour l'an 2000, on espère, avec l'envoi, par exemple, de ballons dans l'atmosphère de la planète Mars, ballons construits par le Centre national d'études spatiales français. Et puis par la suite, alors, dans les décennies qui viennent, l'installation d'une base lunaire permanente habitée à la surface de la Lune pour faire des études astronomiques, évidemment, et aussi peut-être voir de quelle façon la Lune peut être exploitée intelligemment. Mars reste un objectif lointain.
À l'évidence, personne ne peut imaginer aujourd'hui que des voitures conduites par l'homme, des enfants jouant dans un jardin artificiel pourraient animer ce paysage. Many of the idea of a permanent colony on Mars seems like so much science fiction. But we're beginning to understand right now the technical details of what we would need to establish a permanent presence on Mars. Pour le moment, cela passe pour de la science-fiction. Mais on a déjà commencé à rassembler et développer le savoir qui serait nécessaire à une base habitée sur Mars. Si on disposait des moyens financiers, on pourrait fonder une colonie dans une trentaine d'années. Le problème essentiel est d'ordre économique. Pour survivre dans l'espace, il faut recycler tout ce qui est recyclable. Et il est indispensable de couper le cordon ombilical qui nous relie à la Terre. Cela ne sera possible que si on apprend deux choses. Élaborer un système de sustentation basé sur le recyclage total des ressources telles que l'oxygène et l'eau, apprendre à exploiter tous les matériaux présents sur place. Mars, as it turns out, it's very rich in resources, and we can use many of the resources there to do that. But we're very sure that studying the closed En attendant, on cherche également à connaître comment fonctionne la biosphère dans l'espoir de la reproduire artificiellement. Si on veut vraiment aller sur Mars, il est donc fondamental d'en savoir plus, d'abord sur notre fragile biosphère terrestre. On ne sait toujours pas très bien comment elle marche. Elle est trop grande, trop complexe. Ainsi a-t-on lancé des recherches sur tout ce qui peut concerner le cycle vital des organismes, des microbes au dernier maillon de la chaîne alimentaire. Sans nul doute, si nous arrivions à reproduire artificiellement toutes ces fonctions complexes, notre propre intégration à la biosphère terrestre elle-même s'en trouvera-t-elle facilitée et améliorée. Si les premiers colons arrivent à couper le cordon ombilical avec la Terre et à créer une communauté autonome sur Mars, ils parviendront un jour à pourvoir directement à leurs besoins, mais aussi à exporter des marchandises avec profit. Cela pourrait par ailleurs inciter à une colonisation ultérieure du système solaire. On est vraiment sur le point de rendre possible la présence permanente de l'homme dans l'espace. Les générations futures prendront ces perspectives en considération. On ne sait pas si l'humanité sera en mesure de survivre sans se fixer de nouveaux buts ou tenter l'impossible. Après tout, rien ne protège l'homme de sa folie et ne garantit qu'il ne provoquera pas lui-même sa disparition. Pour l'heure en tout cas, on ne sait que lancer des sondes sans équipage dans les profondeurs de l'espace. Avec les techniques dont on dispose actuellement, une mission humaine au-delà des limites du système solaire est impensable. D'autres systèmes planétaires pourront difficilement être atteints par les terriens. Notre pas dans l'univers n'est qu'un saut de puce. Il faut 5 heures à la lumière du Soleil pour arriver sur Pluton, au bord du système solaire. Le diamètre de la Voie lactée, la galaxie où se trouve le Soleil, est égal à 100 000 années-lumière. La galaxie la plus proche de la nôtre est à plus de 2 millions d'années-lumière. Ceux qui étudient les étoiles doivent nécessairement prendre en compte l'ampleur de l'échelle cosmique. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de naissance cosmique. D'après moi, on est sur le point de toucher au but, à savoir notre expansion dans tout l'univers. Au demeurant, l'entreprise SETI nous permettra peut-être de capter des ondes électromagnétiques émises par d'éventuelles civilisations extraterrestres. L'humanité a donc vécu en une espèce d'état embryonnaire avant l'abandon de la planète natale, où elle a évolué jusqu'ici. En quittant l'enveloppe protectrice terrestre, elle commencera vraiment à grandir. On vient de faire le premier petit pas dans l'univers, mais on sait bien vers quel progrès et quel succès nous a déjà amené l'évolution faite de plusieurs petits pas au cours de millions d'années. Avec la naissance cosmique, on est enfin face à notre dernière tâche, l'expansion de la vie dans le cosmos. Before birth, we are totally dependent upon the environment
Jusqu'ici, nous avons été totalement dépendants de notre planète. Nous commençons à nous pencher sur le cosmos et il nous faut être prêts à assumer nos responsabilités par rapport à notre mère, la Terre, et à l'univers qui l'entoure. And the surrounding universe.